y avait 5 mètres de creux, la mer était hyper formée. Et là, on se prépare à la baston. Là, il y a 52 nœuds. Pour moi, les conditions étaient vraiment extrêmes. J'avais 60-65 nœuds sur les fichiers en rafale et au près. Dans ces conditions-là, c'est même plus musclé, c'est de la survie, quoi. Plus tu étais dernier, plus tu recevais, quoi. C'est ça qui était dingue. J'ai eu peur, quoi. C'était vraiment dantesque. Hein. Et c'était dingue, quoi. C'était complètement dingue. En 2020, en raison de l'épidémie mondiale de Covid, le Vendée Globe s'était terminé en catimini, sans l'explosion d'émotions que représente pour les marins et le public la remontée triomphale du chenal des Sables d'Olonne. Une frustration que le départ de la Vendée Arctique a permis de réparer. À la veille de la deuxième édition de cette course, la SEM Vendée, organisatrice des deux épreuves, a convié tous les héros du Vendée Globe à défiler sur le remblai des sables pour communier avec le public sablais lors d'une grande parade festive. Une affluence et une liesse populaire qui se sont poursuivies tout au long des jours qui précédaient la deuxième édition de la Vendée Arctique, au cœur d'un village festif installé à Port-Olona et placé sous le thème de l'Arctique. Un événement qui a reçu la visite de plus de 70 000 spectateurs. Une course imaginée comme une réplique miniature du Vendée Globe. Une course à laquelle vont participer 25 concurrents sur des bateaux de la classe IMOCA. Ces voiliers de 18 mètres menés en solitaire, dont 8 au départ, n'ont jamais couru le Vendée Globe. Objectif, mettre le cap au nord, sitôt la ligne de départ franchie, et aller tourner autour de l'Islande avant de parer une bouée en Atlantique et rentrer au sable. Un parcours audacieux dans l'axe nord-sud, et donc pour les bateaux la difficulté de naviguer dans des systèmes météo très changeants. Aller flirter avec le cercle polaire en traversant l'autoroute des dépressions venue des côtes américaines, un tracé fait pour aguerrir les marins 2 ans avant le grand saut du Vendée Globe. C'est la première fois qu'on va faire le tour d'Islande. Donc ça m'aurait embêté quand même de ne pas y être. L'Islande, une zone maritime qu'Isabelle Autissier, première femme à avoir fait le tour du monde en solitaire, sillonne régulièrement. Elle nous en décrit quelques pièges. L'Islande est un endroit où il y a beaucoup de courants quand même et beaucoup d'effets de côte qui peuvent être très violents parfois. Si vous avez une situation d'anticyclone avec tout d'un coup de l'air très froid qui va tomber comme ça peut se faire en Antarctique, dans une baie, en une demi-heure, vous pouvez avoir 50 nœuds, quoi. Donc ça demande des navigations assez prudentes. En plus, pour eux, c'est des conditions qui ressemblent un petit peu à celles du Sud, pas tout à fait, parce que l'état de la mer est quand même pas le même. Donc je pense que pour eux, c'est des bons tests aussi pour leurs bateaux. C'est donc une course très exigeante que s'apprêtent à vivre les 23 hommes et 2 femmes au départ, non sans une certaine appréhension à l'idée de naviguer en mer inconnue. C'est une course où il y a plein de moments et de secteurs que j'appréhende. Déjà, quand on va se dégager des côtes françaises, on va longer plus ou moins l'Angleterre et puis l'Irlande, et on va se dégager de l'Irlande. Et puis, je crois que le plus difficile, clairement, ça va être l'approche de l'Islande, parce que je pense que ça peut être compliqué en fonction de la météo, et qu'en plus, c'est pas très bien pavé, donc il faut être très réveillé. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer, à mon avis, là-bas, et notamment en termes de sécurité.
on sait qu'on va avoir des dépressions importantes, qu'on va avoir froid, mais à la fois c'est une bonne préparation pour le Vendée, parce qu'on va retrouver, je l'ai dit, des conditions qui sont assez semblables. Il y a peut-être un peu plus un esprit aventure dans cette course que dans une route du Rhum, parce que c'est vrai que les schémas sont très balisés, très connus. Et donc on retrouve un peu aussi ce côté aventure qu'on a sur le Vendée Globe. Je pense que c'était aussi la volonté des organisateurs de venir dans un schéma hors norme ou différent des autres courses. Et donc je pense que c'est intéressant pour tout le monde, et pour les grosses équipes et pour les équipes plus petites comme la nôtre, parce que évidemment on va apprendre beaucoup de choses. Il y a ce match sur un parcours aussi qui va être intense, qui va être technique, qui va être stratégique, qui va être physique. Je sais qu'on va arriver cuit. On a eu un aperçu avec la première édition il y a 2 ans. Et avec en plus cette concurrence qui est rude, avec des mecs en face qui lâcheront rien, mais comme moi. Donc ouais, ça promet une belle bataille navale sur l'eau, c'est sûr. La Vendée Arctique a également pour particularité d'être la première des 5 courses qualificatives pour le Vendée Globe 2024. Objectif donc pour les couples skipper-bateau, terminer à tout prix pour la qualification sportive et engranger le maximum de 1000 pour figurer parmi les 40 marins retenus pour le Vendée Globe. Pour moi, c'est d'abord une course de qualification, et parce que c'est un pas vers le Vendée Globe, et ensuite c'est une course de travail. « 14 bateaux à foil, 11 à dérive, la flotte a rarement été aussi compétitive à tous les étages. Charlie Dalin, Jérémy Bayou et Thomas Ruyant sont les grands favoris chez les foilers, car ils naviguent sur des bateaux déjà fiabilisés et maîtrisés qu'ils changeront avant le prochain Vendée Globe. Jérémy Bayou sur Charal avait remporté la première édition de la Vendée Arctique. C'est un super souvenir. Et puis c'est vrai qu'on se retrouve ici quasiment 2 ans après, avec un Vendée Globe qui s'est déroulé entre les deux, toujours avec le même bateau. Que je connais maintenant par cœur, et ça sera la dernière. Donc j'ai envie de revivre les mêmes choses que j'ai vécues sur la première édition, c'est-à-dire être dans la bagarre aux avant-postes, et puis si le dénouement peut être le même, c'est sûr que je dis oui tout de suite. Dans la catégorie des bateaux à dérive, on retrouve 2 jeunes nouveaux venus dans la classe IMOCA à bord d'anciens bateaux. Benjamin Ferré et Guirec Soudé sont 2 jeunes marins bretons au profil d'aventuriers qui soufflent un vent de fraîcheur sur la classe. Donc nous, on est les piou-piou, comme à l'école de ski, tu sais. C'est ça, donc on est toujours un peu en mode apprentissage, même si je le dis pas, mais il a un bateau qui est beaucoup plus performant que le mien quand même. mais ouais, non, l'idée c'est vraiment de continuer à accumuler l'expérience et d'être prêt surtout pour le Rhum cette année. Et puis voilà, l'objectif final c'est quand même le Vendée Globe en 2024. Quoi. Mais là, voyage de ouf, parce qu'en fait, de tous les skippers, ce trajet-là, personne l'a fait en course, donc c'est assez marrant d'aller défricher une nouvelle route, quoi. Ça, c'est marrant. Dimanche 12 juin, en début d'après-midi, commence le ballet des départs du ponton. Chaque skipper est salué par ses proches, les officiels et organisateurs de la course, avant d'entamer la sortie du chenal mythique des Sables d'Olonne vers le large. Chers skippers, allez-y, éclatez-vous, vivez à fond, donnez-nous des belles images pour que nous soyons une fois de plus fiers de ce que vous faites, de ce que vous êtes et de ce que vous nous racontez. C'est la première fois pour moi d'aller en Islande, donc j'ai hâte de voir ce qui se cache derrière ce parcours. Cinq, 4, 3, 2, 1, top! Au départ, clear start. Dans un vent plus faible qu'attendu sur une mer plate, le départ de la 2e édition de la Vendée Arctique est lancé en fin d'après-midi dans la baie des Sables d'Olonne. Certains concurrents ont choisi de partir avec une voilure réduite en prévision du vent qui doit se renforcer très rapidement dans la soirée. Comme prévu, les foilers accélèrent et plongent vers l'ouest à plus de 20 nœuds. Charlie Dalin, Louis Burton, Benjamin Dutreux, Thomas Ruyant sont aux avant-postes. Nicolas Luneven est le seul bateau à dérive qui choisit de mettre aussi le cap à l'ouest. Les autres bateaux à dérive optent pour une trajectoire plus nord. Louis Duc
est le plus nordiste de tous. L'objectif est de préparer leur positionnement pour franchir la zone sans vent qui leur barrera la route lundi en milieu de journée. Mais avant cela, il y a une première nuit lancée à pleine vitesse dans le vif du sujet. Avant Bureau Vallée, quelques minutes après le départ. Ça vole. Ça siffle. Ce qu'on appelle une entrée en matière musclée. Ça part fort. À 32 là au reaching. Ça envoie sévère. Ça y est, on a retouché un peu de vent. Et là, ça déboule. Soirée rapide. Soirée humide. Washing machine. Rarement une flotte de bateaux de course n'aura été aussi vite en vitesse moyenne pendant 12 heures. Bien souvent à plus de 25 nœuds, les leaders se tiennent en très peu de milles et commencent lundi à incurver leur trajectoire vers le nord. Charlie Dalin, Louis Burton, Thomas Ruyant et Jérémy Bayou se tiennent en un mouchoir de poche sur la route la plus à l'ouest. Et on est bord à bord là avec Bureau Le Vallée. Et puis il y a Charal qui est dans l'axe derrière, je sais pas si on voit. Juste là. Et on a Apivia qu'on commence à voir aussi devant, donc on est bien groupés. Les conditions sont un petit peu plus tranquilles que la nuit dernière, ça c'est sûr. Voilà, c'est vraiment ultra vite là le départ de cette Vendée Arctique. Le bateau allait extrêmement vite cette nuit là, c'était vraiment impressionnant. J'aimerais bien voir quelle est la meilleure vitesse moyenne sur une heure, je pense que ça va être pas mal du tout. Lors de cette première nuit, Chabi Veoretch est rentré au Sable d'Olonne avec des problèmes de réglage hydraulique de sa quille. Dans l'impossibilité de réparer rapidement, le Hongrois a abandonné officiellement lundi après-midi. L'entrée dans la dorsale anticyclonique permet aux écarts de se resserrer pendant la nuit de lundi à mardi. Mais en milieu de journée, Apivia redémarre tandis que ses poursuivants peinent à se frayer un chemin dans ce désert de vent. Au classement, ce sont les bateaux à dérive qui occupent les premières places car ils sont sur une route plus directe. Benjamin Ferré, Guirec Soudé redécollent eux aussi mardi midi. Pour parler franchement, cette dorsale et la manque de vent est en train de me casser l'œil cacahuète. Yes, I. La nuit a plutôt été bonne, j'ai travaillé, ça a payé puisque j'ai Romain Attanasio et Conrad Coleman à vue là-bas sur la ligne d'horizon, donc c'est plutôt pas mal. Et là j'ai Sébastien Marseille, juste là. Bord à bord avec Fabrice Amédéo, on est toujours dans cette dorsale, toujours empêtré dans cette dorsale qu'on essaie de traverser. Derrière le passage de la dorsale anticyclonique et ses heures à guetter le vent, à adapter ses plans de voilure, il faut repartir à l'attaque pour une douzaine d'heures avant d'aborder un nouveau passage à niveau au cœur de la nuit de mardi à mercredi. La flotte est très étalée en latéral et les bateaux anciens à dérive crânent toujours en tête du classement car ils sont toujours placés sur une route plus directe. Cette deuxième bulle en mer Celtique sera fatale à de nombreux concurrents. Elle se désagrège lentement sur la flotte. Usés par les premières heures de course éprouvantes, certains vont rester collés pendant des heures. Les trois bateaux à dérive de Louis Duc, Antoine Cornic et Denis Van Venberg renoncent à traverser la dorsale et restent le long des côtes irlandaises pour garder du vent frais qui devrait les obliger à de nombreux empannages pour rester dans ce couloir ténu. Pour le groupe de l'Ouest, c'est la Bérésina. Il y a des moments comme ça où il fait gris, il pleuviote, il n'y a pas de vent, vous avez l'impression de faire le mauvais choix. Eh ben, on n'a pas beaucoup avancé aujourd'hui. Hein. Oh la catastrophe. Pétole toute la journée. C'est ce moment que Charlie Dalin optimise à merveille. Il est une nouvelle fois le premier à repartir mercredi en fin de journée. En tête depuis le départ de l'option Ouest, il a su se placer parfaitement pour passer les deux passages à niveau et bénéficier des vents établis dès qu'ils se sont stabilisés. Il fait le trou sur ses poursuivants, prend la tête du classement officiel et assomme définitivement ses deux plus proches rivaux qui tentaient de suivre le rythme. Mercredi, ils sont fatalistes et abattus. La situation, elle est pas simple. Je suis en train de bien partir par devant. C'est une situation qui va entraîner des gros écarts, je pense.
Parce que voilà, je voulais surtout pas me retrouver dans cette situation-là. Il y a juste Apivia qui était devant et plus tu es devant, plus tu te barres facilement. Donc là, il va creuser un bel écart. Une nouvelle démonstration de force de Charlie Dalin, appréciée à sa juste valeur par un observateur avisé, Vincent Rioux, vainqueur du Vendée Globe 2005, qui souligne la maîtrise du skipper d'Apivia. Voilà, Charlie, c'est aujourd'hui lui qui a le bateau le plus rapide, le plus polyvalent et le plus performant dans les conditions de médium. C'est des conditions donc de redémarrage qu'ils ont pu avoir après leurs 2 ou 3 journées compliquées. C'est sûr que c'est lui qui était le mieux armé pour en sortir. Ça reste un virtuose de la navigation en solitaire qui prend de plus en plus confiance parce que il a un bateau rapide, il fait rarement d'erreurs de trajectoire et je crois qu'aujourd'hui sa performance c'est un peu un tout. C'est la machine, le bonhomme, la confiance qui naît de l'harmonie qu'il peut y avoir entre lui et son bateau et c'est vrai qu'il laisse pas beaucoup de place aux autres mais bon voilà c'est le résultat d'un gros boulot qu'il a fait avec ses équipes et puis on peut que s'en réjouir. À terre, depuis plusieurs heures, la direction de course est concentrée sur la suite du parcours car l'atterrissage sur l'Islande s'annonce plus compliqué que prévu. Une grosse dépression venue de l'ouest se creuse au fil des heures et se décale vers l'est pour couper la route de la flotte qui a mis plus de temps que modélisé pour ce début de course. À bord des 24 bateaux, les marins s'interrogent sur la suite de leur parcours. L'inquiétude monte d'un cran. Questa è la situazione meteo quando arriveremo alla porta in Islanda. Bisogna navigare veramente come marinai e dimenticarsi la regata fino a che questo pastrocchio non sia assorbito. So it'll be interesting to see what the committee do. It's a tough decision because Charlie is so far ahead. How do you now create a course that doesn't favour some and penalise others? The answer is I don't think you can. However, they need to be pragmatic because none of us want to break our boats and 50 knots is not a place that you ever want to be. La direction de course ce matin a décidé de ne pas amener les marins autour de l'Islande, d'utiliser la porte de façon à ce que les marins contournent cette porte et rejoignent directement le waypoint atlantique. Malheureusement, on ne va plus faire le tour de l'Islande et je vais vous montrer pourquoi. C'est pas joli. Surtout cette partie-là. Ça, c'est 40 nœuds, voire 45, 50 nœuds au près. Et même après d'avoir passé ça, tout le reste, c'était au près aussi. Ça fait une espèce de grosse tache rouge qui prend tout l'écran. Et là, quand c'est comme ça, on se dit, ok, et là, je passe où, moi, pour être en sécurité ? Jeudi, la flotte continue sa remontée vers l'Islande. Les routes est et ouest se recoupent. Et si Charlie Dalin s'est envolé, Jérémy Bayou et Thomas Ruyant passent enfin devant les bateaux à dérive. Ce matin, qui on voit ? Et bonjour Thomas Ruyant. Le gros de la flotte est très en arrière, dans du vent portant qui se renforce. Les vitesses s'accélèrent et la température baisse. Ouais, si vous n'avez pas le mal de mer, je vais vous montrer comment on accélère un peu en IMOCA. La vitesse là, en à droite là, 20 nœuds là. Complètement taré quoi. J'ai l'impression d'être en planche à voile. Non, pourtant je suis sur un voilier de 18 mètres là. Vers 22h, coup de théâtre. Les prévisions météo se sont encore dégradées. La direction de course choisit de suspendre la course une fois la porte islandaise franchie et espère encore pouvoir relancer les concurrents lorsque la dépression sera passée. Donc il va falloir se mettre en stand-by et attendre les décisions de la direction de course. À 2h du matin, vendredi, mais comme en plein jour, Charlie Dalin coupe la ligne de la porte Islande après 4 jours de mer. Yes, premier sur la ligne de neutralisation. On verra sous quelle forme ça prend, mais en tout cas ça s'est fait, ça s'est pris. Jérémy Bayou a accéléré dans les dernières heures en approche de l'Islande. Il coupe la ligne au petit matin avec 3h43 de retard sur Apivia. Puis c'est au tour de Thomas Ruyant de passer cette ligne virtuelle à 7h derrière Charlie Dalin. La direction de course leur propose de se mettre à l'abri dans un fjord sur la côte est en attendant une nouvelle décision. Charlie Dalin et Thomas Ruyant se réfugient au mouillage avant que le plus gros de la tempête n'arrive. Jérémy Bayou choisit lui de rester au large, mais à l'abri des côtes islandaises. La dépression balaye la mer d'Islande et frappe de plein fouet la queue du peloton. Les marins sont maltraités par une mer formée. Ils tentent de limiter la casse, mais les situations critiques se multiplient. Manu Cousin, qui avait choisi de s'abriter vers l'Irlande, est contraint à l'abandon. Il fait route vers les Sables d'Olonne. C'est la baston.
C'est la grosse baston. Today's not been one of my favourite days at sea. It's been really hard and it's not over yet. Seems like every second I'm being challenged, there's a new problem. And every time I think I'm getting on top of it, something else happens. Là, il y a 52 nœuds. Vendredi soir à minuit, après avoir échafaudé de nombreuses options et solutions tout au long des dernières 48 heures, l'organisation choisit de déclarer la course définitivement terminée à la porte d'Islande. C'est donc Charlie Dalin qui est déclaré vainqueur alors qu'il est à l'abri de la tempête dans un fjord islandais. C'est la première fois que j'apprends que je gagne une course en étant au mouillage. Donc voilà, petite première. Dans les heures qui suivent, 14 concurrents passent la ligne islandaise. Certains choisissent de repartir immédiatement vers le sud, d'autres prennent quelques heures de repos sous le vent de la terre. Mais les conditions sont particulièrement difficiles, avec une mer très courte et croisée et des vents violents qui descendent des glaciers islandais. On est passé dans un deuxième stade qui concernera encore un peu plus l'arrière de la flotte, où il a fallu faire preuve de combativité, vraiment, parce que les conditions étaient énormes. Et avoir pu continuer à performer, parce qu'il faut continuer de performer, ils se sont battus pour la moindre place pour arriver jusque la ligne. Parfois, on se demande, on fait est vraiment très intelligent. À l'Islande, les amis, et on se part dans 35 nœuds pour aller à cette ligne d'arrivée. J'ai fait des trucs dans ma vie, et ça, c'est un truc de fou. C'est beau, hein? Mais quel calvaire! Quel calvaire! Cette remontée vers la ligne se fait parfois au prix d'efforts épuisants. En témoigne l'émotion de Romain Attanasio, exsangue après 48 heures harassantes. Putain, je crois que je passerai jamais cette putain de ligne, quoi, avec cette grand voile qui a explosé. Enfin, tout ça, la mer, elle est quoi. Alors, regardez, c'est en état, mais le bateau il tapait à chaque fois qu'il tapait. J'ai l'impression que c'était comme du verre brisé, quoi. Ça tombe, le bateau il est détruit, quoi. Ah putain, c'est fini, quoi, enfin. Arnaud Boissière, Isabelle Joschke, Denis Van Venberg ont renoncé, privés de voile d'avant et déplorant des avaries trop handicapantes. Ils abandonnent après 2 journées infernales. Finalement, les 3 derniers, Konrad Coleman, Fabrice Amedeo et Kojiro Shiraishi, coupent la ligne samedi soir. 6 jours d'une course étrange mais pleine d'enseignements. This race has been wild since the beginning, and not the best race result ever, but let me tell you, I'm pleased it's over, but it's built good things for the rest of the season, so I'm excited to get stuck in, and now I'm excited to celebrate crossing that finish line. Cheers. En tout cas, ça a vraiment été dur, je suis super fier d'avoir bouclé celle-là. Et on en a chié pour venir ici. Wouhouhou! Que c'est beau! Ah, la récompense! Ah, la putain de récompense! Elle fait du bien celle-là! Le convoyage retour vers les Sables d'Olonne se fait dans des conditions de météo et de mer beaucoup plus clémentes et les skippers retrouvent le chenal de Port-Olona jeudi 23 juin. Ils peuvent enfin partager leurs sentiments sur cette étrange semaine islandaise et Charlie Dalin, lui, peut savourer une victoire originale. Ok, ce passage de ligne virtuel et puis après l'annonce de la victoire et voilà, je ne me rendais pas du tout compte de rien et voilà, là ça y est, je commence un petit peu à me rendre compte. Je retiens toute cette course. Elle est dure, elle est très dure parce que on vit au jour le jour. On ne sait pas, peu importe jusqu'à où aller cette course, les conditions météo sont tellement délicates dans cette partie du monde que on ne sait pas si demain il y aura du vent ou pas, si on met notre vie en péril ou pas. Et c'est ce que je trouve dur en fait. Il y a eu plus de grands voiles déchirés, de voiles défoncés, etc. sur cette course que lors du dernier Vendée Globe, tellement c'était fort là-haut. Je suis très heureux de cette course et j'ai appris 1 milliard de trucs, quoi. 1 milliard de trucs.
Ça a été super intense, donc voilà, c'est vraiment ce qu'on vient chercher et on l'a trouvé sur cette Vendée Arctic Race. Même réduite, la deuxième édition de la Vendée Arctique restera comme une course ayant tenu toutes ses promesses, celle d'engagement et d'aventure dans des mers méconnues.